Wesh gros, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être présents pour le 3e épisode, où nous avons le plaisir de recevoir Flo de 81 Store, les héros des hostos et un DJ mondialement connu. Il fait partie des pionniers du DJing en France. Il a été pendant plusieurs années le meilleur DJ du pays. Il a gagné aussi des titres mondiaux avec Burning Nam Nam et Scratch Action Hero. Et continue à ambiancer les soirées. J'ai nommé DJ Crazy B. Will you please welcome France Crazy B? Ace in your face, come on, let's have a race. Competition, I wanna see who's gonna make it. I'm gonna win, you're gonna lose, can you take it? Rugged material kicks you in the balls. Rain on competition like razor sharp confetti. On est content de te recevoir pour le 3e épisode de Wesh Gros. Merci à vous. T'as un énorme parcours. Mais un truc de fou quoi. Je suis vieux, ouais. On est tous vieux je crois. T'as fait Rhapsonic. J'ai commencé, au départ de Rhapsonic, ouais. Après il y a eu Alliance Ethnique. Ouais, j'ai fait un peu la transition Ragasonic aussi au tout début, mais après non, mais j'étais DJ de Ragasonic quand on a fait la première partie d'NTM, le premier Zénith d'NTM, c'est moi qui l'ai ouvert en DJ avec Ragasonic à l'époque. Mais après j'ai pas suivi, donc j'ai fait un peu de Ragasonic au tout début. Après il y a eu Alliance Ethnique. Ouais, Alliance Ethnique. Scratch Action Hero aussi. Scratch Action Hero, les compétitions d'IMC surtout, Scratch Action Hero, ouais. WHDJ Crew. Et Burning Nam Nam. Et Burning Nam Nam. Ouais, En gros. C'est un long parcours hein. Ouais, c'est un beau parcours, ouais, c'est cool, c'est plein d'aventures différentes, des périodes, voilà, et toujours la création de l'envie, de la musique, donc c'est cool. Justement, qu'est-ce qui t'a motivé à être DJ à l'époque? J'ai un passionné de son. Bon, déjà jeune, j'ai beaucoup de musique chez moi, j'avais 3 grands frères, donc chez moi c'était très riche en musique, autant black music, ma mère écoutait du classique aussi, mon père du jazz, mon frère du James Brown et de la funk soul, un autre qui écoutait du punk, voilà, donc c'était, j'avais plein de sons dans la tête déjà, les Beatles, les trucs comme ça, donc la musique ça a toujours été un truc très important pour moi, et ma motivation était toujours liée à la musique. Donc j'étais un danseur de funk au début, c'est-à-dire avant de connaître le hip-hop, c'était la funk et puis on dansait, voilà, je sais pas, j'avais 14 ans, 13 ans et c'était le truc de danser sur de la funk, on était à fond. Et après j'ai découvert le hip-hop en 83 et là ça a été une sorte de révélation, ce qui a fait que ça a dirigé toute ma vie par la suite. Alors je n'aurais pas pensé mais... Tu te souviens de ta première soirée au Termixé? Alors là, pas du tout. Sérieux? Ah mais pas du tout. Alors je faisais plein de petites soirées, je faisais des sortes de disco mobiles, donc je pense que ça doit être ça les premières soirées que j'ai fait dans mon coin, dans le 78, à Plaisir, Trap, enfin dans ce coin-là. Où on faisait avec mon beau-frère qui faisait les lumières, et puis moi je faisais DJ, voilà, et on faisait des petites soirées comme ça dans des lieux à l'arrache. Mais voilà, c'était la motivation. Et moi je commençais à découvrir le scratch, les passe-passe, donc je faisais good time, et puis les gens venaient, me disaient ton disque il est rayé là, tu vois. Voilà, c'est à peu près ça mes débuts. Hein. Les DJ ils t'ont influencé, il y a des DJ connus Alors le mec qui m'a influencé clairement c'est Dynasty. Bon au-delà que je connaissais, j'avais déjà beaucoup de musique dans ma tête. Mais ouais, Dynasty et la radio, la chance que j'ai eue, c'est qu'on avait les radios libres à l'époque, quand j'étais jeune. Du coup, accès à de la musique stylée, des émissions stylées avec des mecs qui connaissaient du son. Donc j'ai vraiment découvert la black music par le biais des radios libres aussi, par le biais de Dynasty dans ses mix, voilà. Il y avait Radio 7, tout ça, donc j'étais... C'est vrai qu'il n'y avait pas d'internet, donc la radio c'était le truc principal, on enregistrait nos cassettes, c'était la seule source qu'on pouvait avoir extérieure, parce que moi, il n'y avait pas de disques à l'époque, on pouvait pas en acheter, en vrai, en France, il n'y en avait pas. Enfin, ceux qu'on avait, ils allaient en Angleterre ou à New York et ramenaient les disques. Et en France, il n'y avait pas de disques de rap, il n'y avait pas de disques de... Tu vois, très peu, quoi. Tu sais comment ça marche? Hey, prends ça! Rain on competition like razor sharp confetti. Techniques from the perverted monastery. T'as fait aussi beaucoup de championnats, DMC, ITF. Ouais, alors oui, j'ai découvert le hip-hop, donc la technicité des DJ dans
le hip-hop, donc le scratch, le passe-passe, les choses comme ça, et ça m'a super intéressé. Je me suis attelé à y travailler vraiment des heures et des heures. C'est un truc qui, ça me prenait, il fallait que je devienne de plus en plus fort, fallait que je progresse, c'était dans ma tête, donc je m'entraînais énormément. Et jusqu'à en arriver à me dire, il y avait des championnats, et à me dire un jour je vais faire un championnat. Le premier que j'ai fait, c'était la Coupe de Paris à l'Élysée-Montmartre. C'est un souvenir un peu dur parce que moi, c'est la première fois que j'arrivais, je sortais de ma chambre, tout, et puis je me suis retrouvé. Bon, c'était les ambiances de l'époque, donc c'était assez particulier. Je veux dire, j'étais un peu comme un Eminem, quoi, tu vois. Là, il n'y avait pas beaucoup de blancs, entre guillemets, dans le lieu à l'époque et dans le hip-hop. À part Dynasty qui était la figure numéro 1 des trucs. Donc j'ai fait ce championnat où je tremblais tellement que j'arrivais pas à poser mon diamant au début. C'est mon pote Soulger qui fait les sons pour La Rumeur qui m'avait posé le premier disque. Je lui ai dit j'y arrive pas, donc c'était un stress de ouf. En plus ça bannait, donc ça m'a mis grave la pression. J'ai pas fait un très bon truc. Et après je me suis dit ok, faut pas rigoler en vrai. Donc ça m'a... Je suis rentré dans la compétition hip-hop de devoir top grader à chaque fois pour montrer aux gens, et donc ça m'a donné de la motivation. Et puis appréhender la scène, voilà, c'était les premiers pas vers ça, et ce qui m'a suivi. Et donc les compètes sont venues naturellement derrière. Premier DMC où j'ai dû finir 4e ou 5e. Et après, l'année d'après, j'ai dit vas-y, faut que je sois plus fort que ça, et j'ai gagné en 91 mon premier championnat de France pendant 7 ans de suite, où j'ai défendu mon titre et je l'ai regagné 7 ans de suite. En plus, après, t'as enchaîné avec Fat J aussi, Fast J, ouais, aussi, ouais, Fast J, on faisait des associations à l'époque où ils autorisaient les groupes au DMC pour un peu relancer le truc. Bah ouais, avec Fast J, avec Kamel d'Alliance Ethnique, on a fait des championnats. Ouais. Je me rappelle des vidéos, ça tournait à droite à gauche et tout. C'est marrant, j'ai revu ça récemment, je trouvais ça marrant. Ouais. Et de tous ces championnats, c'est lequel qui t'a le plus marqué? Je sais pas, parce qu'en vrai c'était souvent de la souffrance, déjà du stress avant. C'était aussi pas toujours content des résultats qu'on me donnait, donc il y avait une sorte de truc mélangé, mais je sais pas, quand tu gagnes ton premier championnat de France, c'est quand même super cool. Ah déjà. Ouais. Et après j'ai un gros souvenir, c'est à Rouen, 97, où je défendais mon titre, et c'était vraiment un moment qui était... Je sentais que beaucoup de gens voulaient me voir tomber à ce moment-là, parce que ça faisait un peu beaucoup qu'ils voyaient Crazy B. Et je crois que j'ai jamais fait un show aussi bon qu'à Rouen ce jour-là. Et j'ai vraiment retourné le public qui était plutôt à vanner. Il y avait un groupe de gens qui vannaient un peu tous les DJ voilà, pour en aider d'autres. Et du coup, j'ai tapé fort sur la table, comme on dit. Et pourtant, j'étais stressé au début. Je me suis dit, ça va être ma perte, tout. Et puis, j'ai eu un Roland. Je m'étais préparé aussi. Et du coup, je suis parti. Et ça a été super souvenir. Parce que d'une salle qui n'était pas pour toi, j'ai réussi à tout transformer. Et les gens étaient obligés de... Donc, c'était un truc assez particulier. Et DJ You qui était là. Et après, t'as fait Burning Nam. Ouais. T'es l'un des fondateurs. Bah, on a commencé, ouais, tous ensemble. Ouais, alors on s'est connus par le biais du scratch. Donc il y avait Scratch à Cheniro, déjà les premiers crews avec Mousse. Alors, il y avait énormément de personnes, je pourrais pas te citer tout le monde, mais... Et c'était les premiers crews et on commençait, tu vois, il y avait vraiment l'intérêt du scratch. Bon, lié à Kubert, tout ça, on était dans toutes ces énergies à progresser, à truc. Donc on se voyait, on échangeait, on scratchait ensemble, voilà. Et ça a commencé comme ça. Et puis de là... Bon, il y avait les compétitions, et puis on a créé, on s'est connecté, que ce soit avec Little Mac, qui était un jeune qui arrivait avec plein de talent, qui faisait des trucs que moi, en tout cas, ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, ce gars-là, il a vraiment un truc particulier, il fait pas comme les autres, il n'est pas comme les autres, donc c'est cool. Et voilà, et c'est une association qui s'est fait un peu naturellement. Et après, on est resté finalement avec Need, Little Mac et moi sur Birdie Nam Nam, parce qu'on a commencé à travailler à 3. Et de là, Pawn, avec qui on était souvent ensemble, et dit ah ouais, moi je suis chaud pour intégrer le truc, donc on a intégré, puis on est parti dans l'aventure Birdie Nam Nam.
deuxième album, ouais, on est parti plus électro, mais bon, ça nous paraissait normal en vrai dans l'énergie parce que on était déjà confrontés au live. Et au live, notre premier album, on l'a jamais vraiment défendu parce que c'était pas la musique qu'on voulait donner aux gens. Donc il y a eu une sorte de... C'est passé avec le public qui nous a influencé beaucoup sur l'énergie qu'on voulait donner en live aussi. Et l'importance de faire des trucs costauds. Mais c'est électro, mais si t'écoutes bien, il y a vachement de hip-hop dedans. Ouais. En vrai, le hip-hop, moi, les platines, c'est le fait d'être... Il n'y a pas plus hip-hop que d'utiliser des platines pour faire ta musique, tu vois. Donc, c'est pas une question de musique, en vrai. C'est une question de comment tu le fais. C'est ça, être hip-hop, en vrai. C'est les moyens que tu utilises. Tu vois, ce que je disais au début, t'as une carrière de fou. Faut dire ce qu'il y a, tu vois. J'ai une longue carrière, j'ai eu cette chance de pouvoir faire plusieurs choses. Sacré palmarès. Ouais. Mais t'es assez discret. Ouais. J'ai jamais trop aimé me mettre en avant, parler de moi. Ouais, je suis pas un mec de l'image. Mais ça a créé mon image aussi, parce que j'ai fait plein de projets, du coup j'avais une sorte de liberté. J'ai toujours eu un besoin d'être libre artistiquement et j'aime pas être dans une case en vrai. Et je voulais pas faire un truc et être figé dans ce truc. Si j'avais été juste le DJ hip-hop qu'on a connu à une période, et puis, bon, ça m'intéresse. Moi, c'est la musique qui m'intéresse, c'est l'aventure, c'est de tenter des choses. J'aime les trucs futurs, j'aime les choses, tu vois, différentes aussi avec les influences. Je sais pas, j'ai un besoin de... Ouais, tu restes pas bloqué sur une époque. Non, moi je suis capable de me reconstruire, j'ai eu plusieurs vies, c'est pas un truc qui me fait peur du tout, au contraire j'en ai limite besoin. Donc l'actualité en ce moment, c'est que tu prépares les projets et les soirées aussi, t'en fais beaucoup? Non, je fais pas beaucoup de soirées, ouais. Comme tu dis, j'ai pas beaucoup travaillé mon image, maintenant tout se passe un peu avec des followers, donc à part les gens qui connaissent vraiment mon savoir-faire, parce que quand je suis en soirée, par contre, je rigole pas, j'ai une culture quand même, il n'y a pas beaucoup de DJ qui peuvent se frotter, je suis capable de faire pas mal de choses et je cherche du son, j'ai toujours été un passionné, je vais te jouer des trucs que tu connais pas mais qui vont te faire danser, tu vois, j'ai une vraie démarche de DJ depuis toujours qui est importante pour moi. Ouais, Et pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui se lancent dans le DJing? Il faut aller à fond. Moi, je sais pas, après, moi, tu vois, c'était tellement inévident, je me suis jamais posé la moindre question, j'ai pas vraiment de conseils, sauf de faire les choses sérieusement et puis voilà, de les faire bien. Mais maintenant, tout a changé, c'est la communication qui est plus importante, c'est plein de choses, faut en être conscient, ouais. Moi, j'en suis conscient, hein, je vois très bien et ça me dérange pas. J'aime les nouveaux courants, j'aime les choses qui bougent, j'aime les gens créatifs. Donc, tant qu'il y a des gens qui arrivent encore à faire des choses créatives et à pousser le truc, ben, je leur dirais, voilà. Après, DJ, c'est compliqué maintenant, tout le monde est DJ, comme on dit. Les acteurs vont être DJ, tu vois, des soirées, là, il est acteur, mais il va mixer à la soirée. T'as les présentateurs, t'es à Touche pas mon poste, bah, tu vas avoir accès à des soirées corporate, voilà, c'est un peu la réalité, tout le monde y est. C'est un métier un peu de merde maintenant, hélas. Moi, c'est au-delà, c'est la musique, voilà, et puis être producteur aussi, tu vois, plein de choses, c'est pas que DJ. DJ, c'est un peu un truc qui te résume à pas grand-chose au final maintenant. En tout cas, merci beaucoup. Pour nous, c'est un honneur. Merci à vous, avec plaisir. Après les platines, nous sommes allés voir les Héros des Hostos, une association caritative qui aide les enfants atteints de maladies infantiles. Elle a été créée par Georges, ancien danseur des Pokémon Crew. Le groupe de Lyon qui a remporté les plus gros battles mondiaux, dont le Battle of the Year. Il opère maintenant avec Street Off. Il était important pour nous d'aller le voir pour qu'il nous parle de son engagement au sein de l'association. Ouais, ça va? Tranquille et toi? Georges, alias Gugor. C'est ça, exactement. Merci de nous recevoir dans les studios, plutôt le bureau de Street Off, toujours dans la danse. La danse, on danse quand il le faut, mais sinon voilà, on s'est dirigé plus sur la vidéo,
l'événementiel et tout ça, quoi. Nous, on est venus pour que tu nous parles de votre projet, les Héros des Hostos, qui est un projet caritatif. Alors, les Héros des Hostos, c'est... Après, c'est une grande histoire. Après, voilà, les Héros des Hostos, ça a commencé par mon fils, Calice. Il est né avec une maladie orpheline. Et enfin, voilà, tout le long de sa vie, il a combattu la maladie et tout ça. Et j'ai toujours soutenu tout ça. Et j'ai gardé un lien avec l'hôpital. Et quand le jour où il est décédé, je voulais marquer tout ça. Enfin, Calice, c'était un gros personnage. Et du coup, on n'a pas créé l'association directement. Ouais. Pour marquer le coup, j'ai dit, je vais réunir tous mes potes, des danseurs, des youtubeurs, des chanteurs de rap et tout. Et je vais essayer de faire un truc et récolter un peu d'argent pour une cause. Enfin, j'étais beaucoup en lien avec l'hôpital Léon Bérard. Et du coup, je me suis lancé dedans. Le truc, c'est que ça a super bien marché. Premier jour, le premier Héros des Hostos, on était dans une salle à Villeurbanne, le CCVA. Ok. Capacité, je crois, c'était 550, un truc comme ça. 550 places. Je crois qu'il y avait plus de 650 personnes, même plus 700 personnes. Pendant les événements, vous avez fait venir beaucoup d'artistes, dont des artistes très reconnus dans le milieu hip-hop, quoi. Ah ouais, dans le hip-hop, grâce à Héros des Hostos, franchement, déjà on a commencé par Medine, REDK, Le Fa, Il y a eu Kerry James, ouais. Demi-Portion, Sofiane. Fianso, j'ai dû en oublier, mais enfin voilà. Il y en a qui viennent vous aider, des subventions publiques par exemple, ou d'autres associations. On se débrouille tout par nous-mêmes. Et d'année en année, on grandit. Enfin voilà, je pense qu'arrivé à un moment, il faudra viser plus haut. Et voilà, on va faire tout pour y remédier, quoi. Et c'est beaucoup de travail. Héros des Hostos, c'est un an de taf. Chaque année, là, je suis déjà sur le Héros des Hostos prochain. On essaie de trouver une plus grande salle, des plus gros partenaires, des plus gros sous. Enfin voilà, quoi. Ouais, justement, vous avez récolté... Cette année, c'était 18 500. Ok. Ouais, presque 20 000 euros. Et depuis la première, je crois qu'on a récolté plus de 40 000 euros. La première en 5 ans, on a récolté. Et comment vous les répartissez En fait, il n'y a pas de répartition de sommes. En fait, on est avec une association qui s'appelle Appel, Yes. qui œuvre pour les enfants malades, qui atteints de cancer, maladie du sang. Et eux, ils s'occupent aussi beaucoup des familles. Parce que souvent, il y a des familles, leurs enfants sont malades, ils viennent pas de Lyon. Il faut les héberger, enfin voilà. Cette association, elle s'occupe de ça, de mettre bien les familles. Par exemple, même si l'enfant il est hospitalisé dans une section protégée où il peut pas, personne peut. Il n'y a que les parents qui ont le droit. Moi, je suis passé par là parce que je connais bien. Ouais, bien sûr. Il n'y a que les parents qui ont le droit, mais après, ils ont les frères, les sœurs, les cousins et tout ça. Et eux, des fois, ils disposent de sorte de, ils appellent ça des aérobots. C'est une sorte de panneau écran avec une caméra roulant que l'enfant peut diriger de sa chambre et il peut parler avec sa famille, des amis. Et des fois, on utilise ce petit robot, même dans les stades de foot, je sais pas si vous voyez un peu. Enfin voilà, ils font plein de trucs autour de ça. Après, il y a les médecins qui s'occupent des enfants, des maladies, mais enfin voilà, il y a tout ce autour. Essayer de passer la maladie avec, comme je dis, avec le sourire. La maladie, c'est quand on passe maladie, tout le monde est comme ça, mais si tu passais la maladie avec le sourire, je pense que tu aurais gagné plus de choses. Ouais, c'est clair, ça donne de la force. Ouais, ça donne plus de force et même de donner le sourire à un enfant qui souffre, il peut oublier sa maladie pendant un laps de temps. C'est clair. Et comment on peut faire pour vous aider ? Déjà, c'est l'association Appel qui fait beaucoup de choses. Nous, on aide juste à donner le sourire aux enfants. Merci de nous avoir reçus. Ouais, tranquille. Et force à vous, les gars. Voilà. Toi aussi, tu te fais la bague ?
Ah ouais, je l'ai fait à New York celle-ci. Moi aussi, à New York. Ah ouais. Je te jure, je l'ai fait à New York. $80 celle-ci. 70. Ouais. J'étais dans le Bronx, là, j'étais dans le Bronx. Ah ouais. Force aux héros des hostos, n'hésitez pas à les soutenir sur les réseaux sociaux. Pour le 3e volet de Wesh Gros, nous avons rencontré Flo, un passionné de graffiti depuis plusieurs années. Il tient le magasin 81 Store. Et vu sa détermination au sein de cette discipline, nous sommes allés sur son terrain. Check it, pull up. Yo, what up, Neff? See, this is Harlem, East Side Street. Turn the music back up. Flo, merci de nous recevoir dans ton magasin. Merci à vous. Ça fait un moment que tu es dans le graffiti, tu as mis un pied dedans. Ouais. Et à quel moment as-tu décidé d'ouvrir un magasin? Alors le magasin, ça s'est décidé en août 2008 en fait. Et je l'ai ouvert en décembre 2008. Donc ça s'est fait relativement rapidement en fait. Entre l'idée vraiment de le faire. Après, pour la petite histoire, moi je travaillais chez MD Store à l'ancienne, donc je sais pas si tu te rappelles de ce magasin hip-hop lyonnais, voilà, que les anciens connaissent. Et en fait, j'étais stagiaire là-bas et ça m'a donné envie de travailler pour moi. Quand c'est arrivé, ça s'est concrétisé relativement vite et donc là, du coup, ça fait 10 ans maintenant que le magasin existe. Ah, bravo. Merci. 81 Store fait partie de l'actualité du hip-hop à Lyon. Ouais. Régulièrement, tu organises des vernissages ici. Ouais. Avant d'ouvrir le magasin de Bond, pour la petite histoire, je voulais ouvrir une galerie d'art en fait. Après, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment mon milieu, ça me correspondait pas trop. Mais du coup, j'avais gardé quand même cette idée en tête. Et quand j'ai eu le local, tout simplement, la disposition du magasin faisait que j'avais un peu d'espace pour accueillir des expos. Donc j'ai commencé quasiment dès l'ouverture, genre 2-3 mois après, j'ai fait les premières expos. Au début, on était sur un rythme d'une expo par mois. C'était bien, mais après, en fait, j'exposais des graffeurs, mais pas que. Donc je voulais justement exposer aussi des peintres classiques, des gens qui peignent à l'huile, des sculpteurs, etc., de la photo, pour sortir un peu du carcan du graffiti, déjà les graffeurs, leur ouvrir un peu les œillères, tu vois, et puis mélanger un peu les cultures comme ça. Et c'était bien, mais c'était devenu un peu redondant, tu vois, tous les mois, voilà. Et maintenant, je le fais moins, et alors paradoxalement, je me suis recentré sur le graffiti vraiment. Donc le mec qui expose chez moi, à chaque fois il peint l'aventure, il peut peindre à l'intérieur du magasin et l'expo dure un peu plus longtemps, elle dure 3-4 mois. Donc on en fait moins, on en fait 2-3 par an, mais elles sont un peu plus conséquentes, un peu plus grosses quoi. Et on a eu quelques noms quand même sympas, tu vois, on a eu en parisien ou un peu plus connus, enfin tu vois, on a eu Orphée, Rap, Babs récemment. Puis après en lyonnais, on a eu des gars comme Sphinx, Index, que j'ai exposé plusieurs fois. Enfin, la liste est longue, tu vois, on a exposé Sonic aussi, enfin on a exposé plein de gens, voilà, et surtout les expos ça se fait surtout au fil des rencontres, c'est plus au feeling, les rencontres, les affinités avec les gens, et puis le talent bien sûr, ça va de soi, mais voilà, c'est plus un délire, en fait c'est un plus à côté du magasin, tu vois, et ça fait vivre le lieu, culturellement. On a Malfunk qui vient mixer à tous les vernissages, donc big up à Malfunk d'ailleurs, yes. Pour la longévité et la fidélité. Et puis voilà, on a un petit partenariat alcool aussi, donc on sert des cocktails, c'est bonne ambiance en général, donc voilà, n'hésitez pas. La prochaine ce sera en juin, je peux pas vous en dire plus, mais ça va être du lourd. Quel est ton point de vue sur le fait que le graffiti, depuis les années, est rentré dans le marché de l'art? C'est une bonne chose, clairement. Hein. Enfin, tu vois, moi, en exposant des graffeurs et en vendant des œuvres, je peux pas dire que c'est une mauvaise chose, c'est un peu hypocrite, tu vois. Donc c'est une bonne chose. Après, faut pas que ça parte dans n'importe quoi non plus. Donc mon point de vue, c'est que c'est très très bien quand les gens... on parle exclusivement du graffiti, bien sûr. Hein. Les gens qui sont graffeurs, qui ont fait des trucs dans la rue et fait parler d'eux avant de faire parler d'eux en galerie, tu vois, font de la galerie, je trouve ça très bien. Après, les mecs qui arrivent, qui sortent un peu de nulle part et qui utilisent une bombe sur une toile et qui se disent graffeurs alors qu'on les a jamais vus, ça, je suis beaucoup moins fan. Il faut opérer sur le terrain avant. Exactement. La scène graffiti en France, je crois qu'elle se porte plutôt bien, hein, clairement. Tu vois, on voit que malgré la répression, malgré le procès de Versailles qui est en 2001, tout ça, etc., ça continue autant qu'avant, on va dire, si ce n'est peut-être plus. Après, au niveau lyonnais, là en ce moment, il y a une bonne dynamique dans la rue, il y a beaucoup de graffiti vandales dans la rue. Je trouve que c'est une très très bonne chose. Bon, on a Soli qui cartonne toujours autant Lyon, voilà, peut-être limite plus que jamais, enfin, tant que ce soit possible. Puis après, il y a pas mal de gens qui sont de l'extérieur de Lyon aussi, qui ont dynamisé la scène. Je pense à Skeo, voilà, il y a les Orac Wake Up qui font un super taf, Sorga aussi qui a fait du super boulot. Puis après, les Lyonnais aussi de base, il y a un bon bastion qui est là, quoi, qui se défend.
Mais voilà, la scène graffiti lyonnaise, elle se porte de mieux en mieux. Et je trouve que ça devient... Surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça devient un lieu de passage, ce qui n'était pas le cas avant forcément. Alors que les gens, c'était beaucoup Paris-Marseille. Et après d'autres villes, il y avait des grosses villes graffiti, genre Toulouse, Montpellier, qui étaient des gros lieux de passage. Et là, maintenant, Lyon, ça devient vraiment un lieu de passage. Donc on a pas mal de gens, de Parisiens, de Marseillais qui montent, des Parisiens qui descendent, ce qui se faisait pas trop avant. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne chose pour la scène locale. Ouais, c'est vrai. Ouais, carrément. Et les prochains événements au sein des T1 Store? Bah, je vous disais le vernissage en juin du coup, voilà, et puis après on prépare du lourd déjà pour septembre aussi, on prépare une grosse expo, voilà, pareil, j'en dis pas plus pour l'instant, je vous mets un peu dans le suspense, mais bon, suivez, voilà, les internets, Facebook, Instagram, vous verrez, voilà, n'hésitez pas à suivre, et comme ça, c'est la meilleure façon d'être informé de ce qui va se passer et des événements qu'il y a à venir, quoi. En tout cas, merci pour nous avoir reçus. Bah, de rien, avec plaisir. Big up. Yes, big up à vous. J'espère que ça vous a plu. Mais fidèle à nos habitudes, obligé de faire une chronique avant de terminer l'émission. Le dernier album de Rome Street, produit par Future Wave. L'album s'appelle Hit Crack. Il est sorti à 150 exemplaires. Et en cassette aussi. Et bientôt en vinyle. C'est une brûlure atomique. Hey yo, out to turn a 50 to a 5-figure fortune. Double up the bucks and dip with a bigger portion. The one who say the most really ain't the nigga that's talking. Communication that's non-verbal could tell you more things. Street educated, mind sharp like a blade that's serrated. I be elated when they free all of my niggas' cages. I'm a hustler. Aussi parlons du dernier projet du pote Stelio, qui s'appelle Poussière d'Or Volume 2, qui regroupe des freestyles, des inidées et des bootlegs. Il y a de nombreux invités dedans, comme Nasme, Al, Kazé, Sika et beaucoup d'autres. C'est une brûlure atomique, je vous invite à l'écouter. Comme on me l'a passé à l'époque des Open, garde le bateau phare en tête, on donne sa pire pour que ça sonne. L'ingé pédave à la scène, mais les paroles sont bien sales et ficelées. Pour kicker dans le sanctuaire faut au moins ça. On en a vu des massacres, passer le Macron les massales. Ouais sur ma selle, l'an de Gouin et résident pas de passage. Tu veux monter sois-en sûr, blesse discrète envoie du lourd. Il faut les suivre, car la salle regorge d'MC qui sort du lot. De la rime au niveau du flow et de la réflexion. Voilà les éléments requis en capital et l'expression. Rien qu'on balance du vrai son, pour tous ceux qu'on ça dans le sang. Et on n'est pas prêt d'arrêter même quand... Merci à vous de nous suivre. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine. On s'habitue à évoluer sur un terrain hostile. On a du mal à se construire parce qu'on n'a pas la notice. Crois qu'on rêve tous d'une autre île, ouais. Celle de France, c'est pas le paradis des anges. On en est loin d'avoir la silhouette. Pas facile, wesh. Au dos, on n'a pas d'aile, y'a que nos rêves qui s'envolent. Des baskets chères dans la mer qui s'en fort. Un puissant fond, l'important c'est pas la chute, ce sera l'atterrissage. La motivation reste une denrée périssable.